Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Le pic de froid est bien là, les températures continuent de chuter, moins 11 degrés en Poitou-Charentes, moins 18 ressentis. Cette vague glaciale est rendue encore plus aiguë à cause du vent. 37 départements sont placés en vigilance orange grand froid. Une situation dramatique pour les sans-abri qui, en Dordogne, sont hébergés dans des chalets d'accueil. Toute personne peut venir, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa couleur, quelles que soient ses convictions. Et le seul règlement, naturellement, c'est de rester correct et puis de ne pas faire de bêtises sur le lieu. Au fort de Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, c'est la Légion étrangère qui héberge des sans-abri. Depuis 6 ans, les militaires accueillent un centre d'hébergement d'urgence de l'Armée du Salut. Depuis le 21 novembre, l'Armée du Salut a établi un avant-poste au pied des remparts du fort de Nogent. La Légion étrangère met à disposition de l'association caritative un bâtiment pour accueillir jusqu'à 160 sans-abri. Stéphane est l'un de ces naufragés de la vie et ici, il reprend espoir. C'est en appelant 115 de Paris. C'est eux qui m'ont proposé l'hébergement d'ici, donc j'ai accepté. Pourquoi? Parce que c'est jusqu'à fin mars. En plus de cela, on a quand même l'avantage d'être au chaud. Et surtout par rapport à la différence avec les autres foyers, c'est qu'ici on peut rester la journée. Nadia nous montre sa chambre au 2e étage. 6 personnes partagent les lieux en toute sécurité. Comment c'est ici? Vous avez eu peur ici? Non, ça va. C'est avant, j'ai peur. Un peu, parce que c'est très loin, un petit peu plus. Mais après, comme d'habitude, maintenant, comme la famille. Comme la famille, c'est peut-être la devise dans ce centre d'accueil. Car dans cette structure, les pensionnaires peuvent rester jusqu'à fin mars. Notre première mission, c'est de mettre ces gens à l'abri. Pas seulement du froid, ne nous l'aurons pas et arrêtons avec ça. Le froid n'est qu'une des composantes qui aggrave la situation, mais c'est la mise à l'abri effectivement de la faim, des dangers de la rue. Cela fait 6 ans que les militaires du fort de Nogent accomplissent leur mission. On connaît bien l'Armée du Salut. On a eu des ajustements qui se sont faits dans les toutes premières années. Et pour nous, maintenant, c'est une mission qui est simple de mise en œuvre. En région parisienne, l'armée met en place 576 places dans le cadre du plan Grand Froid. Le froid, source de désagréments dans les transports, il a affecté le circuit de freinage de la locomotive qui devait secourir le train Toulouse-Paris en panne. 360 passagers sont restés bloqués pendant 7 heures avant d'être évacués par les secours. On n'a pas été informés. À 7h30, non. Et du coup, comment vous contestez, vous protestez? Réclamation à la SNCF. Moi qui ai un avion à prendre à 14h50, bon là je pense que c'est raté, donc voilà. Vous deviez partir où? Bon, aux Antilles, voilà, rentrer au chaud. En Alsace, la SNCF a anticipé ces perturbations éventuelles à cause du froid et du gel. Elle a déclenché un plan de neige. Les trains n'aiment pas le froid. Alors, cette année, la SNCF est prévoyante. Dans les gares alsaciennes où certaines rames sont en stationnement, comme ici, à Célestat, les équipes ont été renforcées. De 22h à 6h du matin, des agents font tourner les moteurs pour les préserver du gel. Le travail est fini? Le préconditionnement est fini. Maintenant, je laisse les machines, les engins, en route pour un cycle de 2 heures. 2 heures, pendant lesquelles Paulo dos Santos vérifie aussi les caténaires. L'objectif, maintenir la tension dans les rames pour éviter les pannes au démarrage le lendemain matin. Mon travail consiste à surveiller que le pantographe soit en contact avec la caténaire. Le risque qu'il y a, c'est que le pantographe ne se lève pas. Et donc, il ne peut pas y avoir contact avec la caténaire, l'engin moteur ne peut pas être sous tension. Autre facette du plan neige déclenché par la SNCF, la circulation à vide du tram-train entre Mulhouse et Thann. De 23h30 à 4h du matin, la rame fait des allers-retours, là encore pour éviter le givre sur les circuits électriques. C'est un gros investissement, mais pour nous, il est impératif d'acheminer nos clients dans des conditions satisfaisantes et d'assurer un service de la meilleure qualité possible dès le matin. Autre avantage, les voyageurs circulent dans des rames chauffées dès les premières heures du jour. Mais ce dispositif a un coût. Cette année, la région Alsace a investi plus de 200 000 € dans la mise en place du plan neige de la SNCF. Malgré le grand froid, les personnes en situation précaire subissent des coupures de gaz faute de paiement. Loyer, électricité, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Dans le nord-est de la France, EDF a mis en place une plateforme de solidarité. Il vient tout juste de retrouver la chaleur.
À seulement 20 ans, ce jeune Rémois a subi une coupure de gaz. Comme tant d'autres dans sa situation, il témoigne à visage caché. À savoir que je suis descendu jusqu'à 7 degrés dans la chambre. On arrive dans un lit qui est complètement gelé, qui fait que un froid permanent dans une chambre, on ne dort pas forcément bien. Les salaires, les aides qui ne tombent pas comme prévu, les factures impossibles à payer, puis les rejets bancaires. Une spirale que les bénéficiaires des associations, quelles qu'elles soient, connaissent tous. Pour le chauffage, ça nous fait 80 € par mois. Plus 36 € d'électricité, ça fait pas mal aussi tout ça. Et puis là, j'ai eu un rappel au mois de décembre, comme quoi que je leur devais presque 190 €, un truc comme ça, à l'EDF. Mais là, comme ils ont peut-être mon peut-être téléphoné, mais je suis en panne de téléphone aussi, ça fait qu'aujourd'hui, il ne me reste plus que 14 € pour finir, pour aller jusqu'au 10, le 10 de ce mois-ci. Le choix, c'est donc d'abord le loyer, puis vient le gaz et l'électricité. Se nourrir est alors presque un luxe. Mois après mois, il y a une situation qui s'aggrave et un endettement qui s'accumule avec à terme le risque d'être confronté à un risque d'expulsion, d'être confronté à la maladie ou à l'impossibilité de se soigner. Alors la précarité énergétique, elle s'articule dans l'ensemble des difficultés. Pour faire face, EDF a mis en place une plateforme Solidarité. En 2011, la trentaine de conseillers a traité 60 000 dossiers dans le Nord-Est, 3 fois plus qu'en 2009. L'entreprise s'est donc rapprochée des associations. On a tout intérêt, eux comme nous, à ce que les factures soient réglées, à ce que les familles ne s'endettent pas, n'aggravent pas leur situation. Donc des conseils sur la maîtrise de l'énergie, sur les moyens de paiement, c'est ce que l'on fait avec eux, les tarifs sociaux. Les tarifs sociaux dont le gouvernement a repoussé ce matin l'application automatique. Il devait permettre à plus d'1 million de foyers modestes de bénéficier en France d'un rabais sur le gaz et l'électricité. Ils devront donc attendre, mais à quel prix? Le froid glacial rend les conditions de vie encore plus précaires pour les gens du voyage. En métropole lilloise, les Roms refusent d'aller dans les centres d'hébergement. Les associations leur viennent en aide sur place dans leurs abris de fortune. Nicoletta a 31 ans et 6 enfants. Elle vit dans cette caravane depuis 2007, mais aujourd'hui, son bébé est malade. D'accord. Il a quoi alors? Déjà les conditions de vie très précaires à la base, même s'il ne fait pas froid, ne font que tu n'as pas une santé top, c'est solide. Avec le froid, les associations qui viennent en aide aux gens du voyage sont vigilantes. Du gaz vient tout juste d'être distribué dans les caravanes. Les Roms refusent d'aller dans les foyers d'hébergement. Il y a une appréhension de quitter un lieu. Pourquoi? Parce que certains l'ont fait l'année dernière, ont été mis à l'abri dans les gymnases. Et quand ils sont revenus, on leur avait détruit leur caravane, volé leurs affaires. Voilà, donc on s'est retrouvé avec des familles qui étaient encore plus fragilisées après qu'avant la période de grand froid. Dans la métropole lilloise, les camps comme celui-ci sont nombreux. Il en existe une trentaine. 1500 Roms vivent dans ces abris de fortune. Hier, une caravane a pris feu ici, près de l'île Sud. Le mode de chauffage, c'est pas des chauffages qui sont bricolés, ce sont des bidons dans lesquels ils font brûler du bois. Alors effectivement, oui, c'est aussi dangereux. Il y a 10 jours, un incendie avait déjà brûlé une caravane et blessé grièvement les 2 enfants qui se trouvaient à l'intérieur. C'était sur un camp de Villeneuve-d'Ascq. Ce matin, après 4 jours de recherche, le corps d'une femme a été retrouvé par les gendarmes au col de Vence. Des expertises sont en cours pour déterminer s'il s'agit de Marie-Cécile, la mère de famille de 32 ans, disparue lundi dans ce secteur. Depuis mardi, les recherches ont mobilisé 25 militaires dans le peloton de haute montagne. Des techniciens d'investigation criminelle recueillent tous les éléments pour déterminer les circonstances du décès. Il est à quai depuis 10 jours. Le Corse, un navire de la SNCM, doit inaugurer une ligne entre Toulon et l'île de Beauté, mais la CGT s'y oppose. Des salariés grévistes bloquent donc le départ du bateau du port de Marseille. Ils contestent la validité de cette nouvelle ligne. Pour eux, elle sera forcément déficitaire face à la concurrence de Corsica Ferries. La SNCM a menacé de désarmer le Corse, ce qui supprimerait de nombreux emplois.
Ce qu'on attend, c'est effectivement un conseil de surveillance avec l'État qui est présent à l'actionnariat et conformément aux engagements du président de la République, quand l'État est actionnaire, il doit intervenir. Après une soirée de tension, des négociations ont été ouvertes ce matin. Un courtier toulonnais accusé d'avoir détourné 38 millions d'euros à près de 600 victimes vient d'être mis en examen pour abus de confiance aggravé, abus de biens sociaux, escroquerie et blanchiment en bande organisée. Le travail de l'instruction a révélé le train de vie de l'escroc. Pour l'instant, on a pu identifier un certain nombre de biens immobiliers, appartements aux États-Unis, appartements, biens immobiliers dans le Var, véhicules de luxe, bateaux loués, etc. Enfin, tout un train de vie très élevé, facilité par l'argent récupéré sur ces comptes qui créditaient cette société de courtage. L'homme, surnommé le Petit Madoff, encourt jusqu'à 10 ans de prison. La justice marseillaise a lancé un appel à témoins pour recenser de nouvelles victimes potentielles. Contrairement à beaucoup de Français, les vignerons alsaciens attendaient avec impatience le froid et le gel. Le coup d'envoi des vendanges a été donné à 6 h ce matin. Objectif, produire du vin de glace, un élixir concentré réalisé à partir de grappes de raisin gelées. Dans les hauteurs de Velstatten, de drôles de personnages lumineux sont en action. Il est un peu plus de 6 h 30 du matin. C'est l'heure des vendanges tardives. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous a pris? On est en BTS viticulture-œnologie et ça fait un plus pour la formation, quoi. C'est pas tous les jours qu'on fait des vins de glace. Des gens qui prennent plaisir à récolter du raisin par moins 13 degrés. Il doit y avoir un truc. Des chaussettes, 2 paires de collants, des pantalons, des caleçons, mais ça va très bien. Déjà plus d'1 heure que les 12 vendangeurs sont à pied d'œuvre. Le jour se lève, le vent aussi. Et soudain, on comprend mieux la signification de l'appellation vin de glace. Le sucre, il va migrer vers le cœur du grain, autour des pépins, pour que cet endroit ne gèle pas. Et lorsque on va mettre ces raisins gelés sur le pressoir, eh bien la pression fait qu'on arrive à extraire le concentrat du cœur qui, lui, est super concentré, justement. 10 h, les dernières grappes de raisin arrivent enfin au pressoir de Pfaffenheim. Une centaine de litres pour réaliser un Gewürztraminer. Mais il faudra attendre 2 à 3 ans avant de pouvoir le déguster. Côté rugby, Sébastien Chabal quitte le top 14. Le Racing Métro a décidé de se séparer du 3e ligne internationale. L'aventure avait tendance à virer au cauchemar ces derniers temps entre le joueur et son entraîneur, Pierre Berbizier. On parle de divorce à l'amiable entre celui que l'on surnomme l'homme des cavernes et son club, le Racing Métro. Depuis des mois, Sébastien Chabal et son entraîneur Pierre Berbizier ne s'entendent plus du tout. Désaccord sur la stratégie du club, mais aussi incompatibilité d'humeur. Le président du club est obligé de faire l'arbitre. Tout simplement parce que, on va dire, les relations entre Sébastien Chabal et le staff sportif, on va dire le club plus généralement, et Pierre Berbizier était devenu intenable, et que lorsqu'on constate un divorce, on le déplore, mais il vaut mieux éviter de s'envoyer trop de vaisselle à la figure. Donc on a décidé d'arrêter le conflit, de trouver un accord amiable et de se souhaiter à l'un et l'autre bonne chance, Sébastien pour la fin de sa carrière et le Racing pour la fin de la saison, les saisons à venir. Le joueur de rugby le plus populaire auprès des femmes comme des hommes se fait plaquer au terme d'une saison 2011 bien difficile. Il n'est pas sélectionné pour le mondial et enchaîne les piètres performances, comme lors du dernier match Racing-Toulouse la semaine dernière. Il doute alors, mais parle encore d'un avenir avec son club. En tout cas, on est tous, aujourd'hui, on est tous vraiment tournés vers le terrain et vers notre performance parce qu'il ne nous reste plus que le top 14, plus que ce championnat et on a envie que la saison dure longtemps. Poussé hors du Racing, Sébastien Chabal saura-t-il rebondir? Peut-être au club de Toulouse, selon les dires de certains. Le France quitte Le Havre pour New York pour sa première traversée sur la route de l'Atlantique Nord. C'était le 3 février 1962. Le France effectuait sa première traversée entre Le Havre et New York. 50 ans plus tard, Gilbert Brodel est nostalgique. Il était membre de l'équipage. Sur la passerelle, le commandant Croisy donne ses instructions. Croisy, on l'appelait Brigitte Bardot.
Ah oui, et dès qu'il y avait une caméra qui se baladait quelque part, hop, et avec ses galons, clac. Ah oui, alors c'était la vraie vedette, tu vois. Le France, devenu Blue Lady, a été démantelé en Inde en 2009. Tout de suite, l'édition des locales après la météo.